qu'on y aille. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce live LinkedIn qu'on a intitulé Compétences en direction de projet IARH, les principes clés pour réussir. Tout un beau programme. Aujourd'hui, je suis avec deux invités et on va prendre de la hauteur. Donc, Alexandre et Sabine qui vont me rejoindre juste après. Vous avez un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à mettre vos questions. On aura un temps à la fin pour y répondre et on sera vraiment ravis avec mes invités de vous répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre à tout ce que vous avez envie de nous partager dans le chat. Donc je parlais de prise de hauteur. Donc avec l'arrivée de l'IA, les RH doivent vraiment déployer un vrai projet concret pour répondre à l'évolution des organisations et piloter le changement. Donc, ce webinaire, ça marque aussi le lancement de notre 3e édition de la formation directeur de projet IARH et dont je vous dirai quelques mots après en seconde partie. Donc, je prendrai le temps de vous expliquer dans le détail la formation. Donc, pour commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Jennifer Saliba, je suis responsable du développement de la formation continue à l'Executive Education à Rennes School of Business. Notre objectif à l'Executive Education, c'est de proposer des formations unframed, donc si on veut parler français hors cadre, à des managers, à des cadres, et à la fois aux organisations, mais aussi directement aux individus. Voilà pour une petite présentation. Je vais maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à Alexandre Sturb, qui est de Tomorrow Theory, que j'espère que tout le monde connaît. Donc Tomorrow Theory, c'est un studio qui travaille sur le futur du travail. Aujourd'hui, voilà, on va interroger Alexandre. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ton regard sur l'IA dans les RH? Je te passe la parole. Hop. Merci Jennifer, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Donc Alexandre Sturb, comme tu l'as dit, Tomorrow Theory, nous sommes un studio d'innovation RH et notre métier, c'est de comprendre quels sont les grands enjeux sociaux, environnementaux et technologiques qui frappent notre société et de voir leurs impacts dans le monde du travail. Alors moi, pour ma part, en plus, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis en soutien de la fonction RH, puisque j'ai eu la chance de diriger une association qui s'appelle le Lab RH et qui promeut l'innovation RH en France. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les RH naviguent un peu à vue dans un monde très complexe. Et pour redéfinir ce monde complexe, je vais revenir sur des choses assez fondamentales que vous connaissez déjà très certainement. On considère que le monde est VUCA, vous savez, ce fameux acronyme trouvé par l'armée américaine dans les années 90 pour définir le monde et qui est arrivé dans le monde de l'entreprise. On dit que le monde est VUCA, donc vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Donc ça, c'était à l'issue de la guerre froide, grosso modo. On n'arrivait plus à distinguer ce qui était les méchants des gentils, donc le bien, le mal. Et puis après, donc on a amené ça dans le monde de l'entreprise. Il a fallu toujours trouver des oppositions, le QI, le QE, les hard skills, les soft skills, etc., etc. Donc c'était un monde assez binaire, mais qui était toutefois incertain. Et puis, depuis un peu plus de 7 ans, et ça a été accéléré avec la crise sanitaire, ce monde VUCA a évolué vers un monde qu'on appelle BANI, donc nouvel acronyme de l'armée américaine pour définir l'état du monde. Un monde BANI, c'est pareil, ça veut dire brittle, donc fragile en français, brittle, anxiogène, non linéaire et incompréhensible. Donc là, en fait, la grosse différence entre un monde VUCA et un monde BANI, c'est qu'auparavant, eh bien, on traversait des périodes de changement et qu'on arrivait un peu à enchaîner. Et aujourd'hui, la particularité dans nos organisations, et les RH portent ça, c'est qu'on vit dans le changement. Le changement fait partie de notre milieu et il faut vivre avec. Ce qui est complètement différent en termes de compréhension. Et puis, il y a un autre point aussi qui change entre le monde VUCA et le monde BANI, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, enfin, en tout cas avant, déjà, on s'intéressait à l'état du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse plus à comment nous, on ressent l'état du monde, donc plus à titre individuel. Ce qui montre, ça c'est un autre sujet, l'individualité ou l'individualisme qu'il y a de plus en plus dans nos sociétés. Bref, je reviens donc de ce monde banni, encore une fois, je répète, brittle, fragile, anxiogène, non linéaire et incompréhensible, et est arrivé, vous le savez, il y a 4 ans, c'est pour ça qu'on est là aussi ce matin, l'intelligence artificielle, cette nouvelle technologie, et c'est arrivé dans nos vies comme si c'était une évidence pour tout le monde, qu'on devait s'approprier cette nouvelle technologie, c'était assez légitime et facile à appréhender. Sauf que c'est assez complexe quand on prend du recul maintenant. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont intéressants, qui résultent d'une enquête réalisée par Great Place to Work sur l'année 2025 auprès d'un peu plus de 4000 salariés français.
tout type de salariés et tout type d'entreprise. Il n'y a pas de distinction. Et il y a des chiffres qui sont intéressants que je voudrais mettre en avant. Premier chiffre, il faut savoir, en 2025, 59% des salariés français utilisent des outils d'intelligence artificielle générative. Ce qui est beaucoup, donc on voit un taux d'adoption en 4 ans qui est assez fort. Et parmi ces 59% des salariés français qui utilisent des outils d'IA générative, il y a 63% des utilisateurs qui se déclarent comme des utilisateurs fréquents de cette IA générative. Après, ce qu'on voit dans les organisations, on voit aussi une distinction entre les non-managers et les managers. Et là, on commence à avoir une fracture qui se crée dans les organisations où il y a 71% des managers qui utilisent l'IA, alors qu'il n'y a que 46% des non-managers qui utilisent l'IA. Donc, on voit que la technologie en tant que telle est une technologie qui a été adaptée à titre individuel assez rapidement par les salariés dans l'entreprise, 59%, mais qui crée des fractures, et en particulier sur la position du salarié dans l'entreprise. Autre chiffre marquant que je voulais vous préciser également ce matin, c'est que 43% des salariés déclarent ne pas être accompagnés par leur entreprise pour utiliser l'IA. Et donc ça, c'est un vrai sujet, puisqu'on considère que c'est une technologie qui est incontournable. Toutes les entreprises se lancent dans l'intelligence artificielle. On a 59%, je répète, des salariés qui utilisent l'IA, mais il n'y a que 43% des salariés qui se déclarent être suffisamment… il y a 43% des salariés qui déclarent ne pas être accompagnés par leur entreprise pour utiliser l'intelligence artificielle générative. Donc, quelque chose de très… c'est grosso modo, débrouille-toi, quoi. On te met une nouvelle techno, tu dois monter en compétence. Et nous, entreprise, on ne prend pas cette responsabilité, tu te débrouilles. Parce qu'en réalité, derrière, c'est qu'on ne sait pas exactement l'impact que ça peut avoir et comment on peut travailler là-dessus. Et je vais terminer encore, alors beaucoup de chiffres, hein, mais ils sont significatifs et ça permet d'avoir une vue globale de ce qui se passe sur le marché. Sur les principaux changements 2025 vécus, donc c'était sur la fin de l'année 2025, les 3 principaux changements, le premier changement vécu, c'est l'intelligence artificielle. Alors vous me direz, c'est assez logique, ça a été la grosse révolution ces dernières années, en particulier sur 2025, mais 38% des salariés considèrent que c'est l'IA qui a été le principal changement 2025. Et ça, c'est devant une nouvelle organisation du travail à 30% et des nouvelles pratiques managériales à 29%. Alors vous me direz, l'écart est assez faible, mais en réalité, il est hyper significatif parce que c'est quand même assez loin devant. Et dernier chiffre, sur les risques derrière, les principaux risques liés aux évolutions du travail d'ici 5 ans, donc là on se projette jusqu'en 2030, eh bien 32% des salariés considèrent que c'est l'IA le principal risque pour l'entreprise et pour le monde du travail. Et devant des difficultés à recruter pour 28%, et surtout, grande cause nationale une seconde fois en 2026, devant le burn-out à 28%. Donc on voit que ce sujet de la technologie est assez clivant, le sujet de l'IA est assez clivant. Et ce qu'on constate également, vous avez peut-être vu des études là-dessus, c'est qu'il y a 95% des entreprises qui déploient une stratégie IA dans leur organisation, et bien 95% des entreprises ne trouvent absolument aucun ROI. Donc, c'est-à-dire que 5% des projets qui aboutissent et qui aboutissent sur un déploiement un peu plus concret à l'échelle de l'entreprise plutôt qu'à des tests unitaires sur différents services. Donc, on voit que cette technologie marque une vraie rupture, mais la vraie difficulté derrière ça, c'est que les entreprises ne savent pas comment s'en emparer et ne savent pas accompagner au changement. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vais faire un focus sur la partie direction des ressources humaines. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement? Donc, je vous l'ai dit, 5% des projets aboutissent et il y a un vrai ROI sur l'implémentation de l'IA dans des processus métiers, en particulier sur la partie direction des ressources humaines. La réalité, en 2026, on peut se le dire, c'est qu'il y a une forme de déception sur l'intelligence artificielle. Une fois passé le côté je peux faire des résumés de réunions automatiques, je peux faire des comptes rendus de réunions, travailler un peu sur des fichiers Excel, des présentations PowerPoint, même si ce n'est pas très abouti. Une fois qu'on a passé cette problématique, c'est assez limité. Et ça, c'est un peu le problème. Et après, ça pose une question de manière plus globale. En réalité, c'est quoi le travail de chacun et en quoi l'IA va remplacer, a priori, les emplois? Parce qu'on voit dans les news qu'il y a beaucoup de départs, ou en tout cas de non-recrutement au profit de l'intelligence artificielle dans des entreprises, en particulier dans les entreprises de conseil. Alors, ce qu'on voit, c'est que
il y a cette grosse déception sur l'impact de l'IA dans les processus métiers. Et en réalité, il y a aussi cette crainte, je rappelle, 32% des salariés considèrent que l'IA est un vrai risque pour l'entreprise et le monde du travail d'ici 5 ans, parce qu'en effet, c'est finalement moi en tant que salarié, et je vais avoir une vision un peu plus employé de bureau, donc plutôt dans le secteur tertiaire. Finalement, moi aujourd'hui, je suis payé pour faire des visios, pour faire des réunions, pour écrire des mails, faire des comptes rendus de réunions, rédiger quelques rapports, des notes en interne, etc. Ça, c'est ma production, je suis payé pour ça. Et la vraie question, c'est l'IA aujourd'hui permet de faire ce que je fais moi en une semaine, elle le fait en quelques minutes. Et donc, du coup, j'ai plus la légitimité à occuper ce poste-là si mon poste est quasiment à 80-90% occupé par des réunions et des comptes rendus de réunions et des rapports que je dois faire à ma hiérarchie. Et donc, ça pose des questions et de grosses craintes pour les salariés quant à l'évolution, leur évolution dans le monde du travail et sur la légitimité à garder cette place dans l'entreprise. Maintenant, quand on creuse dans les directions des ressources humaines, finalement, les choses sont beaucoup plus complexes. On gère de l'humain. Et donc, on voit que l'IA en tant que telle est assez déceptive et l'IA ne remplace pas pour travailler sur l'évolution des compétences, pour accompagner des personnes qui sont en difficulté. On ne va pas mettre des robots face à ces… quand on est HRBP, par exemple, on ne va pas mettre des robots pour gérer des problématiques purement humaines dans l'organisation. Et puis, autre déception également dans l'intelligence artificielle, on nous a promis depuis plus d'1 an l'arrivée des agents IA, ces fameux agents autonomes qui étaient capables de faire le travail, notre travail à notre place. En réalité, quand on regarde les différentes suites qui existent, que ce soit Copilot ou Gemini dans les organisations, pareil, ce n'est pas les agents IA au sens strict du terme, ce sont des assistants qui font des petites choses de manière autonome, mais ce n'est pas l'agentique IA au sens noble du terme et tel qu'on nous l'avait promis. Et donc, ce qu'on commence à observer, c'est qu'il va y avoir une phase de transition où les éditeurs de logiciels et les gros éditeurs de logiciels dans les fonctions RH vont intégrer, et intègrent déjà d'ailleurs, des agents dans des processus métiers bien définis. Parce qu'on se rend compte que l'IA générative généraliste, quand on parle par exemple de Copilot Studio, qui est aujourd'hui en France le plus déployé dans les organisations, eh bien, Copilot Studio est une IA générative plus généraliste, elle fait un certain nombre de choses, c'est assez généraliste, et elle ne comprend pas les spécificités métiers liées aux directions des ressources humaines. Et donc, les éditeurs de logiciels Oracle, SAP, Workday, etc., travaillent et proposent de plus en plus des agents intégrés aux processus métiers qui sont des processus métiers hyper fins dans les directions des ressources humaines. Donc là, on voit un tout petit changement par rapport à ça sur la manière de fonctionner. Maintenant, la vraie problématique, c'est le sujet de la formation. C'est comment, en tant que direction des ressources humaines, on accompagne malgré tout le fait d'offrir la possibilité aux salariés de pouvoir monter en compétences sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et ça, pareil, il y a énormément de disparités. Et ça, c'est mon retour perso de ce que je vois dans les entreprises. C'est que toutes les entreprises se lancent dans de la formation, très bien, mais c'est de la formation pour cocher des cases. Ça y est, les personnes sont formées. Des webinars, quelques modules dispo en ligne sur des LMS, des modules de e-learning, mais c'est assez limité quand même. Et surtout, on rejette la responsabilité sur le salarié en lui-même qui doit lui-même tout seul monter en compétences sans réellement être accompagné. Et d'ailleurs, ça rejoint le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, 43% des salariés déclarent ne pas être accompagnés par leur entreprise. Parce que ce n'est pas tout que de mettre en place des modules de e-learning, il y a un vrai accompagnement humain à faire sur la partie IA. Le risque, et on l'a vécu pourtant, et il faut qu'on prenne ce recul, on a vécu fin des années 90, début des années 2000, une transformation digitale de nos organisations. Cette transformation digitale était une transformation avant tout humaine et qui en réalité n'a pas du tout été prise en charge par les directions des ressources humaines. Ce sont les directions des systèmes d'information qui se sont emparées de ce sujet-là pour faire monter, entre guillemets, en compétence les salariés sur une dimension technique. En réalité, là, on reproduit exactement les mêmes problématiques qu'on a vécues et on a créé des grandes fractures
en interne dans les organisations et sur le marché de l'emploi en ne faisant pas monter en compétence des personnes sur la partie transformation digitale. Et on reproduit les mêmes erreurs du passé 25 ans plus tard sur la partie intelligence artificielle. Et donc ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui et les entreprises ne s'emparent pas de ce sujet parce que la réalité, ce n'est pas une révolution technologique, l'intelligence artificielle. C'est une technologie, moi je vais l'assimiler comme un outil, même si ce n'est pas réellement un outil, donc ça reste une technologie, mais ce n'est pas une révolution technologique. Avant tout, c'est une révolution purement humaine, comportementale, sur la façon de voir le monde du travail. Et en réalité, ça définit une nouvelle organisation de l'entreprise. Et ça, pour le coup, les directions des ressources humaines ont une réelle responsabilité quant à l'accompagnement des entreprises sur cette nouvelle façon de voir le monde du travail. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si aujourd'hui, je suis salarié d'une entreprise et je suis payé pour exécuter des tâches tous les jours qui sont traiter mes mails, faire des réunions, faire des comptes rendus sur Word ou des notes, des PowerPoint pour mes managers, si mon job, c'est ça, demain, avec l'intelligence artificielle, mon job ne sera plus ça. Mais du coup, ça sera quoi le futur du travail? Et ça, les directions des ressources humaines doivent s'interroger sur l'évolution du monde du travail et donc accompagner cette évolution, pas d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue compétence, du coup, et comportemental dans l'organisation. Donc, vous voyez que les RH ont un vrai rôle là-dessus. Autre rôle également, puisque je parle d'individualité versus collectif, hein, toujours pareil, donc la responsabilité est une responsabilité d'entreprise, c'est une transformation globale de l'entreprise et pas une transformation individuelle des salariés. C'est un projet de société, c'est un projet de transformation d'organisation du travail et c'est aussi un gros sujet autour de la charge cognitive et les DRH sont garants de ce sujet de la charge cognitive. On voit dans l'utilisation de l'intelligence artificielle depuis 4 ans, il y a une étude, je vous invite, et où je la retrouverai, je la mettrai dans le chat tout à l'heure, il y a une étude qui a été publiée mardi sur la Harvard Business Review, qui a étudié une entreprise déployant l'intelligence artificielle, alors sans politique d'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils ont laissé les salariés monter en compétence sur la partie intelligence artificielle. Néanmoins, ils ont piloté le comportement de ces salariés avec l'intelligence artificielle sur 8 mois ou 9 mois de travail, ce qui est assez long, qu'on peut voir un peu les effets de l'intelligence artificielle. Et ce qu'ils ont constaté, et c'est le principal point que ressort cette étude de la Harvard Business Review, enfin, qui a été relayée sur la Harvard Business Review, c'est qu'en réalité, on pensait que l'IA allait nous décharger d'un certain nombre de tâches qui étaient peut-être des tâches rébarbatives pour nous ou sans forte valeur ajoutée, et qu'on allait avoir enfin du temps pour se concentrer sur des tâches de fond. La réalité est tout autre, c'est qu'on s'engouffre dans un tunnel et que de tâches rébarbatives, eh bien, on découvre de nouvelles tâches encore plus embêtantes parce que l'IA nous incite à aller creuser des sujets et on s'enfonce dans un sujet alors qu'on pourrait prendre plus de hauteur et aller beaucoup plus vite. Et donc, il y a un vrai rôle de la part des directions des ressources humaines quant à la régulation de la charge cognitive dans l'organisation, à l'échelle déjà de la direction des ressources humaines en tant que telle, mais aussi au reste de l'entreprise, de sensibiliser l'impact de l'IA dans l'organisation du travail et dans l'impact que ça peut avoir sur la charge cognitive. Et ça permet de répondre à une partie du sujet de la santé mentale, sujet, encore une fois, qui n'a pas été appréhendé ou pris en main par les entreprises en 2025. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a renouvelé la santé mentale comme étant une grande cause nationale sur 2026. Donc, on voit que les RH sont encore responsables. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais nous, RH, on n'en peut plus, on a tellement de choses à porter que ça devient très compliqué. Certes, c'est vrai, c'est là où il faut réussir à prioriser. Il y a des stratégies à mettre en place dans les entreprises. Néanmoins, on voit l'accélération fulgurante de l'intelligence artificielle et pour moi, c'est un vrai sujet que de traiter de ce sujet en priorité. Et les RH, sachant qu'il y a la ligne managériale qui pourrait être votre relais aussi pour accompagner le changement auprès des équipes terrain, pour accompagner la régulation de la charge cognitive, on parle d'écologie cognitive, mais les RH sont aussi responsables et garants du cadre qui est mis en place à l'échelle de l'entreprise. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas comprendre la tech en tant que telle. Alors c'est un peu ambigu ce que je vais dire, mais encore une fois, ce n'est pas une révolution technologique, c'est une révolution culturelle. Mais même si ce n'est qu'une révolution culturelle et pas une révolution technologique, il faut quand même comprendre la technologie en tant que telle pour savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, les RH manquent de compétences là-dessus
ou survolent un peu le sujet en disant bah oui, l'IA, moi je l'intègre dans mon métier et puis ça me permet d'améliorer mes mails par exemple ou de traiter des feedbacks de collaborateurs ou préparer mes évals annuels. C'est plus loin que ça. Et donc, les RH doivent comprendre le changement, accompagner le changement et comprendre la technologie. Et c'est la raison pour laquelle, je terminerai là-dessus, c'est la raison pour laquelle on travaille aujourd'hui avec Rennes School of Business et Besoin de Rien NVIDIA. On a voulu créer cette certification IA et RH, qui est une certification, donc direction de projet, pour permettre aux DRH de comprendre et comment gérer un projet de changement. C'est un projet de change management qui s'appuie sur de la technologie à l'échelle de l'entreprise et pas juste une formation individuelle qu'on va dispenser, comment on va piloter des formations individuelles qu'on va dispenser auprès des salariés dans l'entreprise. Donc, on a développé tout un programme et après, Jennifer, tu préciseras le déroulé du programme. Mais pour nous, c'était hyper important que de sensibiliser le top management RH sur la compréhension à la fois des enjeux technologiques, parce qu'il faut avoir cette culture tech, mais aussi les enjeux en termes de change management et comment accompagner le changement à grande échelle sans que ce sujet d'intelligence artificielle soit à nouveau pris par les directions des systèmes d'information, par exemple, comme ça l'a été au début des années 2000. Donc, il y a un vrai enjeu. Les RH sont encore une fois de plus, vous allez me dire, mais c'est la réalité, au tournant de l'organisation des entreprises et ont une vraie responsabilité aujourd'hui pour définir à quoi va ressembler le monde du travail. Après, il faudrait voir avec Sabine ce qu'elle en pense aussi. Exactement, tout à fait. Rationnel. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette belle rétrospective. C'était vraiment tout à fait une belle rétrospective et qui nous amène vraiment dans le cœur du sujet. Les priorités pour les RH, quels sont ces changements qui vont devoir piloter. Donc, justement, tu en parlais. Donc, je propose qu'on invite Sabine, qui est DRH et qui va nous parler de son expérience. Donc, Sabine a fait justement la certification sur la deuxième édition, donc celle de 2020, fin 2025, du certificat dont on a parlé, directeur de projet IARH. Et donc, Sabine, on a envie d'entendre ton expérience de DRH. Dis-nous en plus, quelle est ta vision et pour sûrement compléter ce que vient de dire Alexandre. Je t'en prie, c'est à toi. Merci beaucoup, Jennifer. Merci, Alexandre. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc, avant de vous parler de ce programme EDIA, je vais vous dire d'où je vous parle, qui je suis. Donc, j'ai été DRH salarié pendant près de 30 ans dans des environnements complexes et en transformation permanente. Et puis, depuis quelques mois, j'ai fait un choix important. J'ai créé mon activité de DRH de transition, temps partagé. Je me suis associée à un collectif de directeurs opérationnels comme moi qui s'appelle Pilote Group, avec l'ambition d'accompagner les PME, ETI dans leurs enjeux de transformation et de transmettre mon background. Très vite, quand je me suis projetée sur les besoins des entreprises, sur les sujets d'actualité, et notamment bien évidemment l'IA, une évidence s'est imposée à moi en fait. C'est ce qu'a beaucoup dit Alexandre. L'IA n'est pas un sujet technique en soi, c'est vraiment un sujet de changement culturel majeur pour les organisations. C'est un sujet qui va profondément modifier à moyen terme et voire à long terme la manière de travailler, la manière de décider, la manière de manager aussi et la manière dont la fonction RH elle-même fonctionne. Et je me suis dit, je ne peux pas accompagner mes clients sur ce sujet si moi-même je ne comprends pas profondément ce qui se joue. Donc, c'est ce qui m'a amené à réaliser cette certification. Donc, ma problématique de départ n'était pas comment utiliser l'IA. Ça, je le faisais, entre guillemets, comme tout le monde, à mon niveau individuel, en utilisant les mêmes outils que tout le monde, en l'utilisant pour des usages classiques au niveau du travail. C'était plutôt comment une DRH peut piloter un projet d'IA en valorisant, en augmentant l'humain, le collectif, bien évidemment, pour que ça ait du sens, sans négliger l'éthique. Et puis, on voit très vite les risques, les biais multiples que les outils d'IA peuvent entraîner, la problématique RGPD quand on est DRH, la place, le dialogue social et notamment la place du CSE, la confiance
des équipes, hein, puisqu'il y a un certain nombre de peurs qui peuvent s'exprimer auprès des équipes. Donc, je sentais que les RH allaient être en première ligne et sans forcément être préparés. L'idée, c'était de se dire que je pouvais avoir une vraie valeur ajoutée dans ce cadre-là. Bon, alors, pour la petite histoire, moi, c'est pas un sujet, hein, la transformation digitale, qui m'est tombé dessus par hasard, hein. Je m'intéresse aux questions de digitalisation depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion, dans mes postes de DRH, de piloter des projets de changement de SIRH, de dématérialisation, de modernisation des processus, d'utiliser d'ailleurs beaucoup le digital pour simplifier les processus. J'ai été auditrice, par exemple, de la 35e session nationale de l'Institut national du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle. Et cette session travaillait pour comprendre au niveau international la question de la transformation digitale et numérique. Donc, pour moi, l'idée, c'était dans la continuité de ces sujets de digitalisation, d'automatisation RH, d'aller sur cette certification dans le cadre d'une suite logique, d'un accélérateur avec cette orientation sur l'IA. Donc, avec l'idée aussi que ce soit un élément différenciant pour mon activité de DRH de transition. Donc, comme l'a dit Jennifer, j'ai suivi cette formation en fin d'année dernière. Donc, ça m'a apporté, je dirais, au niveau du contenu, 5 éléments majeurs. D'une part, comprendre ce qui est vraiment l'IA et ce qu'elle n'est pas, sortir de tout ce qui est fantasme, peur, et avoir une vision la plus lucide et pragmatique possible. De comprendre aussi que le rôle de directeur de projet IA RH n'est pas du tout un rôle technique. Donc ça a été un vrai déclic sur le fait qu'on n'attend pas du tout du directeur de projet d'être expert des différents modèles. On attend de nous d'être des chefs d'orchestre, des garants du cadre, des traducteurs en fait, entre la tech, le juridique, l'organisation, l'humain. Donc, ce qui correspond à notre rôle naturel quand on est DRH, on est souvent justement à la croisée des différents métiers et des différentes problématiques. Donc, cette formation aussi, elle permet d'avoir bien en tête tout le cadre réglementaire et éthique, que ce soit la question du RGPD, que ce soit la question de l'IA Act. On repart avec des repères très concrets de où sont les risques, quand il est indispensable, nécessaire d'associer un CSE, comment on sécurise, comment on va documenter. Donc, ça donne vraiment la boussole pour accompagner toute la partie sociale, humaine de ce type de projet. Ça donne aussi, il y a toute une partie très riche qui permet vraiment d'avancer sur tout ce qui est cas d'usage RH, sur tout ce qui est prompting aussi, et donc on voit bien la puissance de l'IA en tant qu'assistant pour structurer des projets, pour analyser, pour rédiger, pour faire monter les managers en compétences. Donc on voit tout un tas de choses qui sont immédiatement utilisables dans l'émission du quotidien. Mais surtout, et l'élément majeur de cette formation, c'est une méthodologie très concrète de déploiement d'un projet d'IARH. C'est vraiment l'apport le plus structurant. On repart avec une démarche claire qui permet de partir certainement pas des outils d'IA, mais bien des besoins, des irritants réels de l'organisation. Et ensuite, on voit toutes les étapes clés qui permettent de cadrer le projet et puis de le tester, d'accompagner tout ce qui est acculturation des équipes pour un déploiement progressif dans les meilleures conditions. Donc, la démarche, ce n'est pas on met de l'IA, mais c'est on conduit
un projet RH structuré dans lequel l'IA va être un levier, et ça c'est essentiel. Et puis un des éléments très marquants de cette formation sur lequel je voulais insister, c'est la question de la mise en pratique en fait. Donc on a travaillé en sous-groupe sur une entreprise fictive, donc le choix de mon groupe était une problématique autour des compétences, de la mobilité. Et là, dans ce cadre-là, on a déroulé toute la démarche. Donc, le cadrage stratégique, les questions de cartographie des compétences, les scénarios, la gouvernance du projet, toute la problématique éthique, RGPD, le dialogue social avec le CSE et le déploiement du projet. Donc là, ça permet vraiment d'aborder toute la partie humaine, organisationnelle du projet, et bien évidemment, toutes les questions technologiques viennent dans un second temps. Donc, ce que ça change aujourd'hui pour moi dans ma pratique, pour mes missions de DRH de transition, c'est que je peux mettre cette certification, tous ces apports, directement au service de mes clients. Je peux parler d'IA comme un levier pour redonner du temps à l'humain, pour structurer des décisions, pour sécuriser des projets, pour acculturer des managers. Donc aujourd'hui, je suis ni fascinée ni inquiète autour de l'IA. Je me sens équipée et prête à pouvoir accompagner une équipe dans un sujet de transformation avec l'IA. Et si je devais résumer cette certification, ça m'a vraiment permis d'utiliser l'IA, pas vraiment en fait au niveau technique, quoique à travers la formation, on déploie tout au long des journées, les intervenants nous donnent vraiment des tips très utiles qui font gagner du temps, qui sont distillés au fil de l'eau. Mais c'est pas ça le fil conducteur, c'est vraiment le pilotage de projet en tant que RH dans un contexte de transformation culturelle profonde des organisations. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une compétence clé, différenciante, pour accompagner mes clients et les missions que j'aurai à mener dans les années qui viennent. Voilà, Jennifer, je pourrais continuer très longtemps. Passer la parole. Ouais, super. Non, mais c'est très riche d'avoir vos deux témoignages. J'espère que ceux qui sont avec nous se retrouvent, j'en suis sûre en tout cas, dans ce qui a été évoqué et dans les rôles qu'on leur demande au sein des DRH. Donc voilà, vraiment, je pense que c'était très riche et ça nous permet de mieux comprendre. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Je vais vous parler de la formation plus en détail, mais voilà, mettez-nous vos questions. Je suis sûre que vous avez envie de réagir sur ce que viennent de dire Alexandre ou Sabine. Donc voilà, c'est le moment. Mettez-nous des questions dans le chat. Et puis moi, je vais vous parler un peu plus dans le détail de cette fameuse boussole. Enfin, en tout cas, c'est les mots que tu as employés, Sabine. Voilà, je vais vous en dire un petit peu plus sur la formation, mais n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour y répondre. Hop. Tac. Donc, je pense que Sabine a bien dit tous les avantages de cette formation, mais je vais y revenir pour que vous en sachiez plus et que vous ayez aussi tous les détails un petit peu plus administratifs, techniques, de financement, etc. Donc voilà, cette formation qui est certifiante, donc c'est déjà la 3e édition qu'on mène, et il y aura aussi une 4e édition qui va avoir lieu. L'idée, c'est vraiment, si vous voulez et si vous vous reconnaissez dans ce qu'on a dit sur le fait de déployer un vrai projet IARH avec une approche agile. Sabine l'a bien dit aussi. L'idée, c'est d'être concret, d'être vraiment dans la pratique et de développer son projet avec des cas pratiques. De construire une charte éthique et un cadre de gouvernance solide. Ça a été évoqué aussi. Je pense que Alexandre, dans ce qu'il a exposé, ça paraît clair qu'on ne peut pas passer à côté et que l'IA doit être une priorité. Donc forcément, il faut construire ces éléments-là. Il faut maîtriser les outils. Voilà, donc là, il y a quand même des outils qui vont être évoqués, même si on l'a dit, c'est pas une formation sur les outils IA, mais bien sur la direction de projet, sur la direction du changement. Il y a quand même évidemment une partie où
on vous montre certains outils et vous pratiquez. Donc vraiment, on est sur une partie aussi très pratico-pratique. Encore une fois, pour repartir avec cette fameuse boussole, je garde ta métaphore, Sabine. Donc piloter le changement dans une organisation qui n'attendait pas forcément l'IA, ça c'est une phrase qu'on aime bien pour dire que voilà, ça nous a tous surpris. Je pense que Alexandre nous en a bien parlé, il a détaillé pas mal de choses. Donc maintenant, c'est comment je pilote ça en tant que DRH, qu'effectivement, pour pas le subir, mais vraiment le piloter. Et puis prototyper une solution et la pitcher lors d'un hackathon final. Donc vraiment, on rentre sur l'idée de faire des sous-groupes et de travailler sur concrètement, enfin d'être sur un projet concret. Et donc vous repartez vraiment avec une boîte à outils très claire et sur laquelle vous allez pouvoir la déployer, soit directement dans votre organisation ou chez vos clients, comme dans le cas de Sabine. Voilà, donc j'espère que ça vous donne envie de nous rejoindre sur la prochaine édition. Pour être très concret, il y a 2 éditions qui arrivent. La 3e édition qui commencera le 18-19 mars, 1er 2 avril et 15 avril. Ça se fait sur Paris, ça c'est important, c'est bien sur le campus de Paris, donc 9 rue d'Athènes dans le 9e. Et la 4e édition qui aura lieu le 4-5 juin, 24-25 juin et le 2 juillet. Je vous laisse les dates là, mais voilà, c'est évidemment sont faciles à retrouver et on en rediscute ensemble. Donc c'est une durée de 5 jours. Voilà, on a fait un format comme ça qui est totalement compatible avec votre activité professionnelle. 2 jours, une semaine, puis 2 jours, puis 1 jour. Comme ça, vous pouvez vraiment en plus déjà voir les bénéfices de la formation entre les différentes sessions. Donc ça, c'est l'intérêt aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas fait 5 jours en continu, mais bien à chaque fois en 3 fois. Donc ça fonctionne bien et c'est tout à fait compatible avec votre activité. Le tarif, c'est 4 500 €. Un point qui est important, donc c'est une formation qui est certifiante, on l'a pas mal rappelé, je le redis encore là, et elle est éligible au CPF. Ça peut être c'est un point qu'on me demande souvent. Donc voilà, on peut regarder dans le détail. Évidemment, ça peut être financé par votre entreprise, ça peut être financé par les OPCO à certains moments, mais c'est aussi éligible au CPF et ça, c'est important de le savoir. En groupe, on aime bien que en fait, le groupe s'enrichit aussi lui-même entre les différentes personnes. Évidemment, il y a toute la richesse des intervenants, que ça soit Alexandre et le reste de l'équipe de Tomorrow Theory, Lomna Kaleja de Besoin de Rien, Nvidia, dont on a parlé aussi. Donc, la qualité des intervenants, elle est là, mais le groupe fait beaucoup aussi. Donc, voilà, c'est important que il y a un groupe pas trop important pour qu'il y ait vraiment des beaux échanges et ça compte aussi beaucoup. Je pense que Sabine pourra nous le dire, mais il y a peut-être des contacts qui sont restés après les éditions. Donc, je pense que ça fait partie des choses importantes aussi. Voilà pour la formation. Moi, je vais être votre contact principal. Que je vais vous remettre ici. Donc, c'est moi qui est vraiment votre contact si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, un mail, ou vous pouvez demander aussi mon contact directement. Je vous remettrai dans le chat le lien. Et pour prendre rendez-vous avec moi, par exemple, vous avez mon numéro de téléphone. Si vous voulez nous suivre sur LinkedIn, si vous le faites pas déjà, c'est possible. Vous avez le petit QR code pour suivre l'Executive Education et toutes les formations qu'on peut proposer. Voilà. Donc, je pense que je vous en ai dit pas mal. Une petite dernière surprise et puis après, on va passer aux questions-réponses. Si vous me contactez donc sur la formation là rapidement, donc les 10 premiers qui vont me contacter avec le code webinaire auront sûrement une petite surprise. Donc, ça vaut le coup. N'hésitez pas à passer à l'action dès maintenant. Vous en savez beaucoup plus et vous avez envie d'en savoir encore plus pendant cette formation. Donc, c'est le moment. Avec le code webinaire, vous pouvez me contacter et vous aurez une surprise qui vous donnera encore plus envie. Voilà pour moi. Je propose qu'on passe aux questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. On va regarder. Je réinvite. Hop. Tac, tic. Alexandre et Sabine. Donc, regardons un petit peu ce qu'on nous a écrit, quelques commentaires. Je vous laisse Alexandre et Sabine, vous pourrez répondre en même temps que moi. Est-ce que cette formation peut être adaptée à tous les types de fonctions RH, conseil, entreprise? L'un de vous deux, si vous avez envie de répondre à cette première question. Alors, peut-être que moi, pour commencer à répondre, je peux dire que dans le groupe dont j'ai fait partie, il y avait tout type de fonctions RH. Donc, il y avait des profils de DRH
salariés classiques en entreprise, il y avait donc des RH de transition comme moi, on était 2, il y avait des chargés de mission sur de l'innovation sociale, chargés de SIRH, aussi plutôt profil informatique. Il y avait consultante, une consultante RH aussi indépendante dans le groupe. Donc, en fait, on représentait comme ça un peu tous les profils. Et donc, j'ai envie de dire que oui. Ça marche. Tu voulais rajouter quelque chose, Alexandre, ou ça te paraît… Non, c'est ouvert à tout type de profil, en effet. Ouais, pas de problème. Donc, après, on a une autre question sur les prérequis avant cette certification. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on… déjà, la fonction RH, mais ça, je pense qu'on a été assez clair sur le fait que c'est vraiment une formation qui est dirigée vers la population RH. On a répondu sur les différents types de fonctions. Est-ce qu'il y a des prérequis, Alexandre? Est-ce que tu vois d'autres choses qu'il faut absolument… voilà, ça, je sais pas, c'est peut-être une question sur les outils. Est-ce qu'il faut une maîtrise des outils? Ouais. Enfin, voilà, c'est peut-être ce type de question, je pense. Ouais, alors, très clairement, je vais prendre le sujet à l'envers. Oui, ce n'est pas une certification pour découvrir l'IA. Ouais. On est sur une certification de direction de projet IA/RH. Ce sont des personnes qui pratiquent déjà l'intelligence artificielle. Alors, il ne faut pas avoir non plus un niveau ultra expert, bien évidemment, mais il faut que ça soit presque intégré dans le quotidien. On ne découvre pas la technologie, on n'apprend pas à prompter, etc. Donc, on demande quand même à ce que les participants aient un niveau sur la partie intelligence artificielle non négligeable. Donc, pour moi, le prérequis, il est là-dessus. Prérequis, appartenir à la fonction RH, puisqu'on s'adresse quand même à la fonction RH, ça c'est sûr. Mais sur la partie tech, il faut avoir un petit niveau quand même. Voilà. Sabine, tu es d'accord? Pour compléter pour compléter ce que tu dis, Alexandre, sur la partie, on s'adresse à la fonction RH. En tout cas, dans mon groupe, il y avait aussi, j'en ai pas parlé, une dirigeante d'une ESN. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Donc, aussi l'idée de manager, de dirigeant avec une sensibilité RH forte. Et il y a ça aussi, ça peut les intéresser. C'était hyper intéressant d'avoir ce type de profil dans le groupe. Et tu as entièrement raison, je l'évoquais tout à l'heure, il y a toute la ligne managériale aussi, c'est les RH peuvent s'appuyer sur la ligne managériale. Alors, une DG n'est pas sur la ligne managériale, elle est au-dessus, mais peu importe. En tout cas, on peut s'appuyer sur la ligne managériale pour diffuser cette culture et accompagner au changement et travailler sur le projet IA, implémentation de l'IA dans l'organisation. Donc, merci pour cette précision, Sabine. Oui, tu as raison. Merci. Et puis après, on a une dernière question sur est-ce que cette formation est possible à distance? Donc non, voilà, c'est vraiment une formation en présentiel. Je l'ai peut-être pas bien dit dans ma présentation. Je reviens vraiment sur ce que je disais sur le groupe. C'est ça qui compte pour nous. Des formations en distanciel, il y en a beaucoup. Il en existe plein, certifiantes ou non. Là, l'idée, c'est que on s'enrichit à la fois des intervenants, mais à la fois du groupe. Et je pense que le présentiel a vraiment du sens, surtout dans ce travail en mini-groupe. Voilà, c'est important d'être en présentiel. Sabine, tu peux compléter ce que je vais dire, mais je sens que tu vas être d'accord avec moi. Je partage complètement que la puissance de cette formation, pour moi, elle repose sur le groupe, bien évidemment, et vraiment, nous, on a créé une vraie alchimie dans ce groupe. On se revoit à l'extérieur, en dehors de la formation. On s'est tous donné rendez-vous au salon HR Tech il y a quelques jours. Et le deuxième, à mon avis, point en tout cas que j'ai envie de souligner, au-delà des contenus, c'est la qualité des intervenants et la diversité des intervenants. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant d'avoir des approches différentes entre Lobna Kalera, qui est une DRH qui est très pratico-pratique, très très ancrée sur le métier, et puis Charlène et puis Alexandre de chez Tomorrow Theory qui ont d'autres approches, et c'est très complémentaire. Moi, c'est une des choses aussi que j'ai beaucoup apprécié, au-delà de la puissance du groupe et du réseau que ça m'a permis de créer. Et maintenant, certains sont devenus quasiment des amis. Bon, parfait. Bon, donc, faut pas hésiter à nous rejoindre.
en présentiel et ça sera une belle expérience. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Je patiente encore un petit peu, mais je pense qu'on n'est pas loin de l'horaire. On est pile à l'heure à 9h45. Incroyable. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Donc, je vais clôturer ce webinaire si ça vous va à tous les deux. Je vous remercie évidemment beaucoup pour tous ces éléments que vous nous avez partagés. J'espère que derrière votre écran, ça vous a vraiment enrichi, mais j'en suis persuadée. Et vous avez dû vous retrouver dans pas mal de choses qui ont été évoquées. Donc voilà, merci à tous. Et puis, je vous laisse reprendre votre journée et puis vous dire à bientôt. Et j'espère sur la formation, n'hésitez pas à me contacter directement. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.